Et ceci, tout d'abord, sous le signe d'une convention, d'un contrat, si vous voulez, celui qui très librement régentera nos rencontres jusqu'au bout de ce cours. Plus modestement parlant, il s'agit de mettre ensemble quelques jalons concrets, matériels, très simples et modestes même, mais assez peut-être bienvenus du point de vue purement pratique et matériel, comme par exemple le temps et la façon de le passer. Attribué à ce cours. Vous avez peut-être retenu de l'annonce faite dès le commencement de ce cours quant à l'heure qui lui revient. Il s'agit de 2 heures, de 4 à 6, qu'on pourrait faire passer soit avec la pause scolaire classique de quelques 10 minutes au terme de 45 minutes, ou si vous voulez, et je ne vous cacherai pas que ce serait peut-être, du moins pour l'instant, une formule à risquer, on pourrait, avec votre consentement, aller d'emblée, sans interruption, au terme de ces quelques 1h30 à peu près, 1h40, 1h30, 1h25, 1h30 minutes, ce qui nous ramènerait vers 5h30 chaque fois, n'est-ce pas, tous les lundis. C'est peut-être pour des raisons tout simplement de commodité pratique à tenter. Et dois-je comprendre que j'ai déjà votre assentiment? Merci. Ensuite, comme vous l'avez également compris, mais je pense, ces cours sont prévus tous les lundis jusqu'à la fin de l'année académique, qui elle-même est assez floue et élastique pour des raisons purement scolaires. Je ne parle pas d'autres raisons qui relèvent de la déraison et qui, paraît-il, ne nous concernent pas, de la déraison des événements et de l'histoire. Mais pour des raisons académiques, la fin de l'année universitaire se situe quelque part entre fin mai et le 8 juin. On en profitera, si vous voulez bien, de cette latitude pour finir soit le 29, un lundi, soit le lundi suivant, le 5. Ceci d'autant plus que, me semble-t-il, dû à l'occurrence de quelques fêtes chômées, comme le 1er mai, n'est-ce pas, comme le 15 mai probablement, qui est le lundi de la Pentecôte. Je ne sais pas si c'est chômé. Non. Bon. Mais enfin, donc là aussi, je vous prie de retenir ça très librement et simplement et rester ouvert à cette possibilité de terminer soit le 29 mai, dernier lundi du mois de mai, soit le lundi suivant, ce qui ne nous ramènerait pas plus loin que le 5 juin. Troisième point que je voulais également souligner très fortement, je vous prie de prendre ce cours avec une plus grande simplicité, si possible, que celle dont je vous l'offre. N'hésitez pas à en faire une sorte d'occasion pour un dialogue. De toute façon, je suppose, il est destiné à se transformer dans un dialogue intérieur, plus ou moins, avec chacun à l'intérieur de chacun. Mais d'une autre façon, beaucoup plus simple et plus matérielle, n'hésitez pas, autrement dit, à m'interrompre à l'intérieur même du cours, là où le besoin s'en imposerait, pour me demander par exemple une précision, pour me faire répéter, j'espère que cela ne se présentera pas très souvent, une chose que j'ai mal exprimée, au terme de laquelle je ne me suis pas bien fait comprendre. N'hésitez pas à m'interrompre. Ou même à me poser des questions plus ou moins apparentées à celles, pas nécessairement directement concernant celles que nous traitons, mais apparentées dans la mesure où aussi ceci pourrait profiter à l'intelligence de
sommes en train de faire, et puis profiter à l'enrichissement de tout le monde. Enfin, je voudrais aussi pouvoir espérer avec vous que, conformément à une tradition de cette faculté des sciences religieuses, on pourra trouver quelque part sur le parcours de cette année académique quelques 2 heures, une fois 2 heures, autrement dit une fois une journée de cours, ou 2 fois 2 heures, pour en faire un séminaire, une rencontre ouverte, sans cours de la part du professeur, mais avec un open, comme disent les Américains, une sorte de agora des idées, comme nous l'ont légué les Grecs, les Athéniens, où chacun pourrait venir apporter, non pas sa marchandise, mais au contraire, sa gratuité, sa réflexion gratuite, propre, et non pas pour vendre, mais pour échanger, pour faire circuler. Donc on aura, je l'espère, au moins une fois un séminaire, 2 heures dédiées exclusivement à l'échange ouvert autour du sujet que nous traitons et autour d'autres thèmes afférents, c'est clair, et probablement, puisqu'on va comme nous le disions tantôt, terminer début juin, on aura probablement l'occasion d'avoir 2 rencontres de type séminaire et non pas de type cours. Ceci n'excluant pas l'autre occasion du dialogue à l'intérieur de chaque cours. Nous sommes, je pense, d'accord. Bien, maintenant, essayons pendant cette première rencontre de nous mettre quelque peu ensemble devant notre thème. Peut-être au risque de devenir quelque peu lugubre ou de me trahir en tant qu'adepte de l'humour noir, peut-être dirais-je, essayons de nous mettre en condition, de nous sensibiliser, non pas à l'objet que nous sommes en train d'étudier, mais tout simplement à la manière de le traiter. C'est tel, et ceci en étudiant ensemble, si vous voulez, les thèmes tels qu'ils sont inscrits dans le programme analytique du cours. Essayons de les passer en revue, d'entrée de jeu, dès maintenant, afin d'abord d'avoir pas seulement une idée au sens intellectuel du terme, une connaissance, mais de percevoir, au-delà de l'idée déjà dite, l'horizon d'ensemble où nous essayons de nous situer et vers lequel nous essayons de nous acheminer. Et cet horizon est plus ou moins circonscrit et tracé dans cette petite feuille jaune-orange. Nous sommes d'accord? Donc nous allons la passer en revue pour nous retrouver, je répète, à l'intérieur de cet espace tracé par le thème de notre cours et ainsi faisant de pouvoir nous guider et suivre d'une façon quelque peu plus nette et plus claire l'itinéraire que nous nous sommes proposés. Savoir où nous sommes à chaque instant et quelle sera la prochaine étape. Le thème tel qu'il nous a été présenté et soumis par cette respectable institution qui est l'université s'intitule « La mort, passage ou limite » avec un petit paragraphe qui le clarifie et le circonscrit à la fois. Élément de réflexion proposé par l'étude comparée de religion et la pensée moderne face à la foi chrétienne. Ceci pourrait sembler quelque peu prétentieux et je ne vous cacherai pas que ce pourrait l'être si nous n'en étions pas conscients des limites que nous serons obligés, volontairement obligés, de reconnaître et d'assigner à notre thème. C'est pour plusieurs raisons un thème inépuisable.
Et nous n'avons donc nullement l'intention de l'épuiser, mais tout simplement de les signaler, de les situer, de lui faire une place dans la réflexion, autrement dit, dans une connaissance systématisée, afin de le rendre partie non uniquement de la connaissance en tant qu'idée, mais également d'une certaine sensibilité existentielle, capable d'évoquer, d'ouvrir un au-delà de ce que nous sommes en train de dire. Donc ce que nous dirons ne sera jamais un arrêt. Je vous prie même de ne pas prendre cela comme un arrêt, comme une chose matériellement close, parce que dite d'une façon intellectuellement délimitée. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, vous me direz, n'est-ce pas? Mais autant que possible, et c'est d'ailleurs méthodologiquement la raison de cette première rencontre, autant que possible, de laisser s'épanouir quelque part en nous l'écho. Or, l'écho, vous savez qu'il se répète. Le véritable écho ne disparaît pas. Il s'efface dans un lointain qui s'ouvre par l'écho. Je ne sais pas si je suis clair. Vous avez tous eu l'expérience de l'écho quelque part, n'est-ce pas? Elle est même très impressionnante, troublante même, si on y fait attention dans un endroit désert ou dans un endroit immense, ouvert, vide, qui soudainement se remplit de quoi? Non pas de ma voix à moi, qui ne porte pas elle-même, mais de l'écho de ma voix. Autrement dit, de cette résonance de tout le paysage. Je suis clair dans ce que je dis. Alors, de la même façon, l'écho de ce que nous sommes en train d'étudier, au-delà de l'idée et des paroles que nous employons, peut-être se prolongera-t-il cet écho quelque part en nous pendant un temps qui ne dépendra pas nécessairement de nous-mêmes. C'est une de nos ambitions, disons, qui n'ont pas besoin d'être soulignées. Donc, un élément de réflexion dans ce sens, qui est proposé par l'étude comparée de religion. Pourquoi? J'explique très rapidement, pour nous mettre en ambiance, dans l'ambiance. Du point de vue culturel et du point de vue de l'histoire des idées, si vous voulez, le premier lieu où la réflexion sur la mort a surgi, c'est l'histoire de religion. André Malraux disait quelque part, ce n'est pas nécessairement une autorité suprême, mais ça fait quand même une référence, disait quelque part, là où il y a le tombeau, il y a la religion, en se référant tout simplement au domaine paléo-historique, préhistorique ou archéologique. Pour un archéologue ou pour un historien, autrement dit pour un homme de connaissances pratiques et matérielles, la découverte du tombeau dans une couche lointaine de l'histoire et donc de la mémoire de l'être humain, de l'humanité, qui peut, paraît-il, d'après les toutes dernières recherches, remonter, j'entends le tombeau, pas les fossiles, n'est-ce pas, les vestiges dispersés et pas encore repérables de l'être humain, mais le tombeau pourrait remonter à au-delà de 150 000, 200 000 ans. Le tombeau, des vestiges incontestables de ce lieu funéraire où l'homme inscrit peut-être la première réflexion sur son propre mystère. Donc, voilà pourquoi nous nous référons d'abord obligatoirement à l'étude comparée de religion, à l'histoire de religion. On ne peut pas approcher ce thème de la mort sans rencontrer obligatoirement au point de départ ce titre. Maintenant, nous avons dit ici, on va prendre très rapidement, un à un, les thèmes, les chapitres de notre cours. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, sur notre feuille orange, et puis donner quelques éléments de bibliographie pour enfin, si le temps me le permet, entrer dans
la discussion du premier chapitre. Mais nous sommes déjà dedans, petit à petit, à l'intérieur de cette discussion. Alors, le premier thème que nous avons mentionné ici, que dire? Le paradoxe invincible. On ne peut pas. Vous voulez peut-être allumer? Vous voulez allumer? Merci. Numéro 1. Le paradoxe invincible. Que dire? Le paradoxe invincible. Tout discours sur la mort est le fait des vivants. La mort comme absence absolue de la parole. Sens et non-sens d'un langage devant la mort. Que dire? On ne va pas traiter tout de suite. Je vous le situe quelque peu, n'est-ce pas? Pourquoi cette première formulation? Que dire? Soyons aussi simples et à l'écoute de la parole que possible. Quand je m'exprime de la sorte, quand je m'exclame, c'est presque une interpellation ou une interjection, comme disent les grammairiens et parfois les juristes, n'est-ce pas? Encore plus exigeants que nous, interjection, n'est-ce pas? Ou interpellation, ou tout simplement exclamation. Que dire? Que dire? Que dire? Que passe-t-il dans cette expression et que se passe-t-il avec elle? Eh bien, me semble-t-il, il y a d'abord dans ces mots que dire comme un soupçon d'embarras. Lorsque je suis embarrassé, n'est-ce pas? Que dire? Je me sens comme interdit, dans le double sens du terme, interdit, interdiction, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit d'aller au-delà et interdire, vous ne pouvez plus parler. Ce n'est plus un dit, c'est un interdit. Suis-je clair dans ce que je dis? Oui, donc il y a cette nuance d'embarras. Que dire? Bon. Pardon? Le bruit. Bien, alors on va l'arrêter avec... C'est un effet d'une cause. Hein? Voilà. Lorsqu'on arrête la cause, l'effet cesse. Comme c'est profond, n'est-ce pas? La science. Alors, ça va? Comme ça? Bien. Donc, c'est l'expression d'un embarras d'abord. Il y a, c'est évident, n'est-ce pas? Il y a peut-être une autre nuance qui s'y laisse surprendre, celle d'une perplexité. La perplexité étant non pas un embarras, mais une sorte de suspension de l'acte de la connaissance, de la réflexion, du raisonnement, avant que de l'élucider, je suis perplexe tant que la situation n'est pas claire. Je ne sais pas si vous comprenez? Bon. Il y a une autre nuance cette fois-ci. Les deux étant dans l'ordre de la connaissance, deux autres dans l'ordre éthique ou existentiel. Que dire? Que dire? N'y a-t-il pas là le soupir ou la reconnaissance implicite d'une impuissance? Je n'y peux rien. Car si je pouvais quelque chose, ce pouvoir s'exprimerait. Et toute expression, que ce soit par la parole proférée ou par un geste, c'est un langage. Je peux dire, donc je peux faire quelque chose. C'est clair dans ce que je dis? Bon, que dire? C'est une impuissance. Il y aurait enfin une quatrième nuance, au moins. On s'en arrête, puisque quand même, il ne faut pas exagérer avec nos analyses subtiles. N'est-ce pas? Il y a aussi, très probablement, comme un effleurement de résignation. Je me résigne. Que faire? Que dire? Puisque je n'y peux rien, je ne peux que me résigner en acceptant mon impuissance et la cause ou le fait brut, massif, opaque, objectif, impénétrable qui la provoque ou la signifie, cette impuissance à moi. Je me résigne. Que dire? N'est-ce pas? Il y a de tout cela dans ces deux mots que nous avons comme exergue, comme tête de chapitre pour notre première méditation. Mais il n'y a pas que cela. Et c'est ici le paradoxe invincible. Lorsque je dis que dire,
en reconnaissant implicitement ou explicitement mon impuissance, mon incapacité, mon perplexité et finalement ma résignation, ne suis-je pas précisément en train de reprendre la parole à l'intérieur de cette perplexité, à l'intérieur de cette impuissance, de cette résignation, et mettre en route et donner une orientation nouvelle à cette parole impossible? Parce que je ne peux pas dire la mort. Je ne peux pas la dire. La mort n'est pas un objet. Il n'y a pas. Vous voyez, les psychologues disent, la psychologie des profondeurs notamment, il y a dans l'être humain, même à son niveau micro-biologique, dans les gènes, vous savez les gènes, n'est-ce pas? Il y a dans l'être humain inscrit en puissance, et c'est un fait qui n'a rien à voir avec la conception matérialiste ou spiritualiste, c'est un fait de données, n'est-ce pas? Les chromosomes sont dénombrés, vous savez cela, 43, 44 chromosomes. Notre matière est en place et se perpétue à l'intérieur d'un ordre immuable, puisqu'alors elle ne serait plus la forme, n'aurait plus la forme humaine. Il y aurait une déformation, donc il n'y aurait plus un être. Donc il y a inscrit dans les gènes de l'homme, inscrit toutes les expériences potentiellement accessibles à l'homme. Parce que nous héritons, chacun d'entre nous, nous transmettons plus loin, d'une façon ou d'autre, à partir du niveau primordial de l'existence biologique qui sont les gènes, le code, vous savez ça, on appelle ça le code, la totalité du langage possible de l'expérience de l'être. Ce n'est pas actualisé, je dois l'actualiser durant mon existence individuelle. Bien sûr, j'ai plus ou moins hérité ce qu'on appelait en France la bosse des mathématiques, n'est-ce pas? Vous voyez l'expression, une aptitude. Mais je dois l'actualiser en faisant quelques exercices, ou peut-être j'ai une autre aptitude. Bon, tout est possible virtuellement à l'homme parce qu'il a potentiellement hérité de ce code de l'être. C'est pour cela que l'homme est en quelque sorte le déchiffreur, celui qui déchiffre l'être. Il n'y a qu'une seule expérience que je ne peux pas me représenter, que je ne peux pas actualiser, celle de la mort, puisque, et ne croyez pas que ce soit une plaisanterie, pour avoir l'expérience de la mort, je devrais avoir des parents, des géniteurs morts qui m'eussent transmis ce sens de la mort, comme j'ai potentiellement, je ne sais pas si je clair dans ce que je dis. Excusez-moi d'interrompre toujours, mais c'est... Oui. Alors, vous voyez, ça a l'air d'une légèreté, d'une frivolité. Et c'est vrai. C'est un autre paradoxe de la mort que nous allons voir. Lorsque nous parlons de la mort, nous sommes sans cesse distendus, déchirés entre une extrême gravité. Que dire? Si on est vraiment sérieux, on ne peut parler que de ceux dont on peut parler. C'est-à-dire ceux qui entrent dans mon langage, ceux qui entrent dans mon expérience. Sinon, chers messieurs, vous êtes, bien que professeur, vous êtes un radoteur, n'est-ce pas? D'accord, c'est un métier comme un autre, vous allez me dire. Mais si on était vraiment sérieux, on se rendrait compte qu'à l'extrême gravité de la mort, celle qui nous enlève la parole, puisqu'elle n'est pas inscrite en nous, je ne peux pas la représenter, la mort, n'est-ce pas, devrait me réduire